Bienvenue sur l'empreinte digitale. J'ai le plaisir d'accueillir cette semaine un ami et un ex-confrère en plus, Nouaman Cherkaoui. Salut Nouaman, Salut Fabrice. comment tu vas? Bah, très bien, j'espère que toi aussi avec cette chaleur, mais tout va bien. On enregistre en pleine canicule, là on est été Mmh. 2026, on prend très cher. C'est juste après l'éclipse, hein, pour ceux qui le regarderont un petit peu plus tard. Voilà, on est à cette période-là de l'année, c'est vrai qu'il fait très chaud, mais bon, voilà, c'est pas on profite du soleil, il vaut mieux avoir ça qu'un -14 degrés en plein été, quoi. C'est sûr. Ne nous plaignons pas. Nouaman, alors j'ai le plaisir de t'accueillir, c'est pas la première fois qu'on échange ensemble, mais là je t'accueille dans le cadre de ton deuxième ouvrage. Voilà, Nouaman vient de publier un ouvrage aux éditions L'Éclaireur qui s'appelle «Sous l'emprise du code, comment le numérique menace la souveraineté des États». Alors on va parler de cet ouvrage aujourd'hui et de tous ces grands enjeux, politiques, géopolitiques, stratégiques. Il va y avoir plein de choses à évoquer, mais auparavant Nouaman, est-ce que je peux te demander de te présenter en quelques mots pour Oui, nos bien spectateurs? sûr, bien sûr. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ceux qui me connaissent, ou ne me connaissent pas, donc je suis Noama Cherkaoui. Je travaille dans le numérique depuis 25 ans avec un parcours qui m'a permis, de travailler dans plusieurs, entreprises et plusieurs grandes transformations technologiques à l'intérieur, ça soit en France et bien sûr à l'international avec 3 pays principalement, en plus de la France, donc le Maroc, l'Italie et l'Inde. Donc j'ai exercé des responsabilités de DSI, de CTO dans le digital, dans le data et dans l'IA. Et aujourd'hui, je suis directeur général adjoint de BPCE Solutions Informatiques, en charge notamment de la transformation et de la stratégie. Donc voilà, donc je suis avec vous aujourd'hui, comme l'a dit Fabrice, grâce à son invitation et surtout, que j'ai à côté de ma vie professionnelle, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est écrire des articles, des livres et probablement, parce qu'à force de travailler dans les transformations, j'ai ressenti donc, ce besoin de prendre ce recul et sur ce que nous étions en train de construire et je dirais même, l'écriture est devenue une passion. Donc j'imagine que nous allons en parler Fabrice, tout à l'heure. Eh ben, c'est une belle passion en tout cas. Alors c'est son deuxième ouvrage de Nouaman, donc il est déjà l'auteur d'un livre qui s'appelait «Le nouvel horizon de la transformation digitale», qui avait été Ouais. coécrit, hein, avec, plusieurs personnes, qui était paru chez Duno. Et là donc tu publies ce second ouvrage, «Sous l'emprise du code», donc. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce deuxième livre, Nouaman, du coup? Il s'est passé des choses depuis le premier livre ou c'est un autre sujet Oui. que tu voulais aborder? Toujours. En fait, j'avais consacré ce premier ouvrage à la transformation, comme tu le dis, des entreprises, mais avec sous l'emprise du code, j'ai voulu, élargir, le regard, et poser d'autres questions qui dépassent un peu le cadre, du monde d'entreprise. Et il y a probablement, hein, une évolution personnelle derrière ces 2 livres, mais à ce que j'écris et le premier, en tout cas les premiers, je regarde essentiellement le numérique d'un point de vue de l'entreprise, hein, comme, comment il transforme nos métiers, nos organisations, la relation avec les clients, notre façon de travailler. Et à l'époque, la question centrale était, et encore largement aujourd'hui, toi aussi tu es dans le métier, Fabrice, hein, donc c'est la transformation, même si elle continue encore et ne se termine jamais. Puis au fil des années, quelque chose, m'a, de plus en plus interpellé. Nous avons construit des entreprises, des administrations et même une partie de nos vies, personnelles autour des technologies et que nous ne maîtrisons plus vraiment. Le cloud, le système d'exploitation et maintenant on parle de l'IA, l'intelligence artificielle. Ouais. Beaucoup de ces technologies sont devenues indispensables, mais elles sont concentrées entre les mains d'un nombre extrêmement limité d'acteurs et principalement américains et chinois, il faut le dire, hein. Et c'est là que mon regard a changé et je me suis dit: «Ben, nous avons beaucoup parlé de cette transformation numérique, j'allais dire d'innovation, d'expérience utilisateur, mais beaucoup moins de dépendance. Or, une dépendance technologique n'est jamais complètement neutre. Elle finit toujours par une dépendance économique, puis stratégique, puis politique. D'ailleurs, l'actualité est très riche ces dernières semaines autour de ça. Et c'est ce cheminement qui m'a conduit à écrire sur l'emprise du code, parce que pour nous dire un peu qu'il faudrait pas tout produire nous-mêmes, mais en tout cas, Mais nous non. couper des technologies américaines et chinoises, ça serait irréaliste. C'est pas le sens, c'est même contre-productif. La vraie question qui se pose dans le livre est beaucoup plus simple: sommes-nous capables encore de choisir notre dépendance? Donc voilà. Et peut-être avec l'arrivée de l'IA, cette question devient encore plus prégnante, plus urgente et voir comment la question technologique devient pour moi aussi une question de société. Ah oui, c'est un vaste sujet, hein, c'est un spectre super large, hein, Ouais. que tu abordes. Alors, tu dis, hein, justement, «Sous l'emprise du code», hein, est-ce que c'est un titre qui est provocateur ou est-ce que pour toi, on est réellement sous l'emprise du numérique, en fait? Bah, alors le titre est volontairement provocateur, je dirais évocateur, mais malheureusement pas tant que ça, hein, donc je m'expliquerai. D'ailleurs, ça a été l'objet d'une grande discussion avec mon éditeur Frédéric, Ah. mon lui félicité et mon conseil éditorial, Marie-Laure Caillé, parce que je salue, à travers ton podcast. En fait, quand je parle d'emprise, je ne veux pas dire que nous serions devenus des esclaves des technologies et qu'il faudrait rejeter le numérique, ce serait absurde. Et je travaille dans le secteur depuis 25 ans et je reste profondément convaincu que ce que le numérique apporte à la société, hein, tu le sais déjà, la Mmh. science, la qualité de nos vies, c'est immense. L'emprise, commence ailleurs. Elle commence lorsque chaque
chose devient tellement indispensable qu'on ne pouvons plus réellement nous en passer. C'est parce que nous ne maîtrisons plus, j'allais dire, les conditions dans lesquelles nous les utilisons. Je veux dire, prends un exemple très simple, hein, Fabrice, demain matin, tu te réveilles, tu prends ton smartphone qui n'est pas européen, et avant même d'avoir pris ton café, tu vas peut-être utiliser un système d'exploitation américain, tu vas peut-être consulter un site e-commerce chinois, un moteur de recherche d'une messagerie américaine, échanger sur un réseau social chinois, et tes données ont peut-être transité par un cloud que tu ne saurais même pas où situer. Donc, ce n'est pas un problème en soi. Le problème, pour moi, apparaît lorsque tu réalises que pour une grande partie de nos usages, tu n'as peut-être très peu d'alternatives crédibles. Hein. Je ne sais pas si tu peux me citer un téléphone européen qui marche, il n'y en a pas beaucoup. Donc, Nokia, tout ça, c'est fini. Hein. c'est fini depuis, Ouais, malheureusement, j'allais dire longtemps. depuis des années. Hein. Et sortir de cet écosystème, parfois, devient extrêmement difficile. Et donc, ce qui est vrai pour le citoyen, toi et moi, il est vrai encore davantage pour les entreprises et les États. Une entreprise peut aujourd'hui dépendre d'un fournisseur pour son cloud, ça on le sait déjà, hein, d'un acteur pour son logiciel, d'un troisième pour les puces et demain peut-être pour des acteurs de l'IA. Mais chacun de ses choix, j'allais dire, pris d'une manière unilatérale, peuvent paraître rationnels parce qu'ils sont pris à un moment donné, on n'a pas d'autre alternative. Mais lorsque tu les additionnes, qu'est-ce que tu découvres? Une dépendance systémique que personne n'avait véritablement décidé. Et c'est cela pour moi l'emprise du code dont je parle. Un DSI comme moi ou comme d'autres DSI dans d'autres entreprises, ils peuvent choisir des solutions parce qu'elle est la meilleure. Un directeur des achats peut dire ben, je prends une autre solution parce qu'elle est la plus compétitive. Un salarié parce qu'il est pratique ou un citoyen dans le monde entier parce que c'est facile à utiliser. Mais chaque décision est rationnelle en soi. C'est leur accumulation, je veux dire, qui pourrait devenir à la fois problématique, systémique et stratégique. Donc, ce n'est pas une technologie qui nous impose brutalement sa volonté, hein, comme ça, du jour au lendemain. C'est une succession de choix qui, je dirais, parfaitement rationnels, confortables même, efficaces, qui sont mis bout à bout, finissent par réduire notre capacité de choix ou de décision. Voilà, donc je ne sais pas s'il répondait à la question de l'emprise, mais ce n'est pas, en fait, l'emprise en soi n'est pas née d'un mauvais choix. Cette emprise, elle est née par l'accumulation de milliers de bons choix individuels qui ont fini par créer cette dépendance collective. Oui, tout ce monde que tu évoques, il est apparu il y a à peu près 25 ans avec l'arrivée du web et puis surtout sa démocratisation Oui. au début des années 2000. Alors au début, c'était une belle utopie, Internet au départ. Hein. On s'est dit, waouh, on va avoir un Ouais. réseau où on va pouvoir partager gratuitement de l'information. Ça va être formidable. On va avoir plus de liberté, plus d'accès à la connaissance et tout. Et puis finalement, le cœur de l'homme étant, on s'est retrouvé sur finalement quelque chose de plus réducteur, hein, un espace Internet contrôlé par quelques très grandes entreprises que tu n'as pas cité, mais enfin, on a compris, hein, Google, Microsoft, Amazon, Apple et tout. Et puis d'un autre côté, donc quelques entreprises, et de l'autre côté, quelques grands États ou groupes d'États, comme essentiellement les USA et la Chine, et peut-être dans une moindre mesure l'Europe et la Russie. Est-ce que finalement, ce nouveau monde que tu décris aujourd'hui, c'est un peu l'ancien monde, mais façon numérique? On avait autrefois une guerre froide, hein, l'après-conflit en 45, et Oui. entre deux grands blocs, et aujourd'hui, on aurait aussi des grands blocs comme ça, une sorte de guerre froide, mais numérique cette fois, entre géants technologiques ou géants blocs politiques. Alors oui, donc c'est un grand sujet aussi Ouais, géopolitique et à 4 heures. stratégique, hein, mais on va essayer de répondre de manière un peu. En fait, oui, je pense qu'avant même de parler de guerre froide numérique, il faut regarder ce qui est arrivé à la promesse initiale d'Internet. Tu en as parlé. À l'origine, Internet portait une idée assez extraordinaire, celle d'un réseau universel, ouvert, décentralisé, tu l'as bien dit, capable de faire évoluer et circuler l'information au-delà des frontières. Ouais. On imaginait même dans les années 90 que le numérique allait même rendre des frontières de moins en moins importantes. Tu te rappelles Fabrice à l'époque, on disait plus de frontières grâce à Internet, Ouais, quoi. exactement. 30 ans plus tard, qu'est-ce qu'on voit? On voit, on assiste et presque un mouvement inverse. C'est ce qu'on appelle dans le marché, et j'en ai parlé dans le livre, le spleen Internet. Ouais, Spleen, c'est ouais. pareil, Internet, quoi. Qui est la fragmentation progressive de l'Internet mondial en plusieurs espaces numériques soumis à des règles et des infra et des plateformes qui sont parfois de technologies différentes. La Chine, dont on parle très peu, est probablement l'exemple le plus abouti parce qu'elle a construit un véritable écosystème numérique avec ses propres plateformes, ses acteurs technologiques Ouais. et un contrôle très important des flux d'informations. De l'autre côté, ou pas loin de la Chine, il y avait la Russie qui a Mmh. développé une autre logique, un autre modèle, si tu veux. Hein. C'est une volonté de pouvoir contrôler, filtrer, isoler davantage son espace numérique. On a Mmh. les États-Unis, qui ont encore une approche différente. Et l'approche différente des États-Unis, il est en soi assez atypique parce que leur puissance repose beaucoup moins sur la fermeture de leur Internet
que sur la domination mondiale par leur entreprise technologique. Tu en as parlé de quelques-unes. Donc aujourd'hui, Google Mhm. qui est dans le top des entreprises sur la pyramide de la puissance de ce type-là. Et ces plateformes-là, et même une partie d'infrastructure numérique. Et l'Europe, nous, en fait, en Europe, on a essayé de construire ce qu'on appelle pudiquement la quatrième voie, qui cherche moins à contrôler Internet qu'à imposer ses règles, protéger les données, encadrer les plateformes. Et aujourd'hui, RGP. l'IA qui arrive, RGPD qui est quand même. Bon, moi, je dirais, hein, RGPD, c'est une super chose, hein, c'est une super nouvelle parce que tu vois bien qu'on est un peu copié dans certains pays du monde, hein, Ouais, le Brésil, ouais, ouais. etc. Et donc, c'est vrai que oui, RGPD, IA Act, l'Europe a beaucoup réglementé. Mm. Et parfois, je dirais même à juste titre, même si c'était pas. Tu m'aurais posé la question il y a 5-6 ans, je t'aurais dit, oh là C'est là, pas pareil. c'est pas pareil. Je commence à changer d'avis, comme on évolue. Ouais. Moi, je crois que c'est plutôt bien parce qu'on a réglementé des choses, sinon ça aurait été la jungle numérique. Mais nous n'avons pas suffisamment transformé cette puissance réglementaire en puissance économique, scientifique, industrielle. C'est ça le problème de l'Europe, hein. Elle souffre de cette faiblesse majeure qu'elle réglemente un espace numérique dans une grande partie de technologie. Les infras ne lui appartiennent pas. Tu es bien d'accord. En Mhm. fait, Ouais, aujourd'hui, d'accord. j'ai toujours dit, on réglemente une matière qu'on ne maîtrise pas. Et Mhm. donc, le split Internet dont je parlais au début, c'est pas seulement la censure ou le Great Firewall chinois, hein, que tu connais. Mhm. Pour moi, il y a globalement trois fragmentations ou trois typologies de fragmentation. La première, elle est politique et réglementaire. C'est-à-dire les règles ne sont plus les mêmes selon les espaces, hein. Donc, là où on est, c'est pas les mêmes règles. La deuxième, c'est une fragmentation technologique et industrielle. Chacun cherche à sécuriser ses infrastructures et ses chaînes de valeur. Et la troisième, pardon, elle est informationnelle. C'est la plus importante, que nous voyons déjà qu'on n'a plus le même Internet dans le pays, hein. Quand tu te connectes en Espagne, au Maroc, au Brésil, on ne voit pas la même chose, hein. Donc, c'est une Ouais. augmentation, elle est informationnelle. Et in fine, donc oui, nous assistons à une forme de guerre froide numérique, mais avec une différence fondamentale. Tu as parlé de blocs, c'est ça? De blocs, Ouais. ces blocs, Bloc ils sont politique. paramétriques, hein. Ils restent extrêmement interdépendants. C'est pour cela que je préfère parler, moi, je l'ai dit, de guerre des dépendances, puisque on est toujours dépendant l'un de l'autre, hein. Et après, il y a des niveaux de dépendance, et chaque puissance numérique aujourd'hui, elle veut contrôler un maillon dont les autres peuvent difficilement s'en passer. Un cloud, un modèle d'IA ou une Ouais. technologie. Ouais. Donc finalement, c'est un paradoxe assez vertigineux, ta question, puisque Internet devait abolir les frontières, et c'est presque l'inverse qui est en train de se produire. La géopolitique est revenue dans le numérique. Voilà, et j'allais dire que ces frontières sont finalement en train de revenir à l'intérieur d'Internet lui-même. Ah, c'est ça qui est assez étonnant, Paradoxal, quoi. ouais, Chasser le naturel, il revient au galop, quoi, parce que, exactement. on s'était dit quelque chose d'assez ouvert, et cetera. Puis, bah, finalement, non. La muraille de Chine s'est reconstituée en Chine, ils ont tout cloisonné et tout ça. C'est exactement D'autres ça. pays l'ont fait. D'autres le cloisonnent avec des lois. Tu as parlé, notamment des règles en Europe, hein. Mm. Des fois, on dit, les États-Unis ont les GAFAM, mais nous, en Europe, on a le RGPD, quoi. Donc eux, Oui. c'est très libertaire, très voilà. Et puis nous, on met beaucoup de réglementation et tout ça. Mais le bilan, malgré tout, hein, alors je ne sais pas, hein, qui a raison, qui a tort, chacun Mm. aura son point de vue, mais le constat est le suivant: les principaux acteurs les plus puissants au monde, eh ben, malgré tout, ils sont pas en Europe, quoi. Ah non, ils ne sont pas en Europe, Et aujourd'hui, malheureusement. on se retrouve avec, des superpuissances, enfin Amazon, c'est une puissance économique Ouais. plus C'est un grande que empire. certains pays du monde, hein. Oui, c'est Donc, exactement ça. alors est-ce qu'il y a du coup un risque? Alors, est-ce que tout ça, ça engendre un risque pour la démocratie finalement? Parce qu'il y a des entreprises privées qui ont plus de pouvoir que des États, donc jusqu'où ils peuvent influencer les populations? Est-ce qu'ils ont envie de le faire? Dans quel but? Et cetera. C'est quoi ton Alors, point de vue, je hein? veux pas nier la chose, hein. Les Google, Mmh. Amazon, Apple, Meta, Ouais. OpenAI, oui, il existe un risque. Il ne faut pas le nier. Et je crois Mmh. même qu'il faut pouvoir le dire, sans pour autant faire le procès de ces grandes entreprises ou C'est clair? d'autres Bah, grands non, hein. acteurs technologiques. Parce que ces entreprises, moi je le dis, hein, ils ont créé des innovations extraordinaires Absolument. que nous utilisons tous les jours, qu'on soit citoyen, qu'on soit dans une DSI ou dans l'administration. Le problème n'est pas la réussite elle-même, parce que parfois, les gens, quand on critique les modèles américains Fabrice, on croit qu'on est anti-modèle réussi. Pas du tout, c'est vraiment pas Moi non plus, c'est rassure-toi. pas le propos. Pour moi, le problème, c'est la concentration d'un pouvoir considérable, tu Mmh. l'as bien dit, entre les mains d'un nombre très limité d'acteurs privés. Parce qu'ils sont des acteurs privés. Ouais. Et je crois qu'on revient tout à l'heure, s'il faut en parler, comment ils ont été incubés, etc. C'est ce pouvoir qui a changé de nature. Voilà. Et pourquoi il a changé de nature? Parce qu'au départ, ce sont essentiellement ces entreprises qui ont eu un pouvoir économique. Parce que puis il est devenu un devoir technologique, hein, un pouvoir technologique. Et ces entreprises contrôlent certaines infrastructures, des plateformes, des logiciels dont dépendent des économies entières, dont les Ouais. nôtres, hein. Il ne faut pas se voiler la face. Mais il est aussi devenu un pouvoir, on l'a dit tout à l'heure, informationnel.
Et c'est là où la question est importante, parce que quand une plateforme utilisée par plusieurs milliards de personnes modifie son algorithme, elle peut changer ce que nous voyons, ce qui devient visible ou invisible, ce qui circule massivement, comme elle peut faire disparaître des choses du jour au lendemain. Cela ne signifie pas qu'elle décide directement sur ce que nous pensons, mais elle influence l'environnement dans lequel Mhm. nous formons nos opinions. Vous et moi, on travaille dans le digital depuis longtemps, on sait bien que voilà, ce pouvoir informationnel cognitif est très important, parfois atteint des niveaux considérables. Mais c'est pour une démocratie quelque chose à la fois dangereux qui fait peur. Puis il fait peur Mhm. pourquoi? Parce qu'en démocratie, je vais dire démocratie avec S, parce qu'il y a des démocraties, hein, je ne vais pas Ouais. rentrer dans le débat. Ouais. Il y a des démocraties qui ont été construites globalement autour de contre-pouvoirs. Nous, en Europe ou en France, nous avons passé des siècles à organiser le pouvoir politique, séparation des pouvoirs, élections, Ouais. des justices indépendantes, une partie de presse, des règles de transparence, et j'en passe, des règles qu'on a accumulées. Or, nous avons vu apparaître il y a 25 ans un nouveau pouvoir qui entre complètement dans aucune de ces catégories-là. Et avec l'IA, Ouais. qui nous a fait franchir une étape supplémentaire après le pouvoir économique et informationnel, on parle désormais de pouvoir cognitif avec l'IA. Donc, quand tu as un moteur de recherche, quel qu'il soit, hein, tu rentres là dans des réseaux sociaux, des plateformes, ils organisent ce que j'appelle moi l'accès à l'information. Cet accès à l'information-là, avec l'IA générative, on a même commencé à voir qu'on leur demande directement explique-moi ce sujet, résume-moi ce Mhm. débat, conseille-moi pour prendre une décision. Tu vois, on est passé à une étape supérieure. Donc, nous passons, il y a des progressivement d'un pouvoir sur la distribution de l'information à un pouvoir potentiel sur sa médiation et son interprétation. Et c'est là où je pense qu'on devait être extrêmement vigilant vu la question. Donc le danger, j'allais dire, pareil, comme tout à l'heure, c'est pas qu'une entreprise technologique décide demain matin de supprimer une démocratie, ça serait une vision caricaturale. Le Mhm. risque est plus diffus, plus subtil. C'est qu'une partie croissante dans cet espace public, notre information de demain, notre accès au savoir dépend de systèmes privés dont nous ne comprenons pas toujours les règles. J'allais dire, même si c'est des systèmes américains, c'est important que l'État américain connaît les règles, hein, mais sur lesquelles le contrôle démocratique reste limité. Donc moi, je dirais que nous avons inventé des contre-pouvoirs pour contrôler le pouvoir politique. Il nous reste à inventer les contre-pouvoirs adaptés au pouvoir algorithmique. Ça, c'est le sujet qui, allez, pour les 10, 15 ans à venir. Ouais. Alors justement, bah, voilà, si on peut prendre un scénario extrême, hein, si demain, l'Europe n'avait plus accès pendant quelques semaines, quelques mois aux technologies, étrangères, notamment américaines évidemment, le cloud, d'Amazon ou de Google, de Microsoft par exemple. Plus d'IA par exemple, plus de Gmail, plus rien. Concrètement, est-ce que l'Europe s'arrête? L'Europe s'arrête de fonctionner, les grands systèmes? Toi, tu travailles pour le groupe BPCE par exemple. Oui. Ce seraient des risques? Bah alors, j'allais dire, sans rentrer dans le bouton rouge en bas du Ouais. bureau voilà, qui va couper du jour au lendemain. En fait, nous ne s'arrêterait évidemment pas du jour au lendemain. Mais quelques jours, quelques semaines, nous découvrirons probablement à quel point ces On est technologies dépendant. américaines Ouais, voilà, sont imbriquées carrément dans notre quotidien. ouais, On pense immédiatement au cloud, tu l'as bien dit, qui n'est que la partie visible. Il y a Microsoft 365 dans les entreprises, ouais, l'administration, Windows pour 10 millions et 10 millions de postes à travers le monde, AWS, Azure. Et derrière, il y a énormément de services d'exploitation de nos smartphones, des ouais. logiciels, voilà, des entreprises de toute taille, hein. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les grands groupes qui font, tout le monde Ah ouais, utilise c'est tout, clair, hein. hein. Donc voilà. Donc si tu me demandes est-ce que l'Europe s'arrête demain matin, la réponse est non. Mais si tu me demandes est-ce que nous pouvons fonctionner normalement pendant plusieurs semaines sans accès aux technologies Ouais, américaines, la mise à jour, tu sais, les trucs qui passent, les firewalls, adapter les machins, le ouais. support, certains services cloud, la réponse évidemment devient plus préoccupante, c'est-à-dire. Et c'est précisément ce que révèle les débats, par exemple, sur le kill switch, qui est derrière ta question. Est-ce que finalement la question n'est pas que les États-Unis vont le faire un jour? Moi, j'espère évidemment que ça n'arrivera jamais. Nos alliances rendent un tel scénario Mmh. extrême. Même si on a vu ce qui est arrivé au juge français Nicolas Guyot, qui est membre de la comment on appelle à ces pays, la Heu, Cour pénale, la Cour pénale Coupe internationale, pénale internationale. voilà, qui a subi des sanctions financières et numériques américaines, à ce qui ressemble je l'appelle ça un case switch individuel du jour au lendemain. Donc oui, ça peut arriver à des échelles individuelles, mais pour être dans une vision plus globale et macro, cela pose un sujet stratégique majeur. Si ça devait arriver, quelle serait nos capacités de continuité, qui est la vraie question. Parce qu'en matière de souveraineté, on ne construit pas sa résilience, j'appelle ça résilience, uniquement en fonction de la probabilité d'un événement. On regarde aussi son impact. Et cela, comment dire,
j'allais dire comme la cybersécurité, la défense système bancaire. On n'espère jamais que ça se reproduise. Mais on demande ça aux entreprises, on demande ça aux banques systémiques, mais pas aux États. Donc finalement, cela, c'est le débat sur lequel suis-je finalement. Oui. Est-ce qu'il va provoquer ce que j'allais dire un véritable test de notre résilience numérique, savoir ce que nous ferions si les Américains coupaient quelque chose et planifions-nous un stress test d'État et on verra bien. On verra bien si finalement c'est vrai ou non. Ce sera un peu compliqué. Ah, est-ce que ça tiendra ou pas ce crash test, stress test? Faut voir, hein. Ouais, ouais. Alors Ben du nous, coup dans les banques, on le fait, dans les bah, hôpitaux, oui. ils le font. Pourquoi pas un État? Ah bah, Voilà. ce serait peut-être pertinent de tenter quand même, hein, de Ouais. voir un peu si ça tenait, ouais. Du coup, est-ce qu'un pays comme, comme la France, par exemple, ou même l'Europe, au niveau de l'Europe, est-ce qu'on peut dire qu'on est encore pleinement souverain? Parce qu'on dépend tellement au niveau de nos infrastructures, numériques d'acteurs étrangers ou de pays étrangers. Est-ce qu'on est encore souverain finalement? Si demain on Alors, se fâche avec, oui. nos voisins outre-Atlantique et qu'on tombe dans ce scénario catastrophe, heu, comment on fait, quoi? Enfin, est-ce qu'on est Oui. souverain encore? Ouais, bah, j'allais dire, c'est compliqué de répondre de manière oui ou Stress non, tu test. vois? C'est pas si facile que ça, mais je dirais oui, on est souverain, mais à une condition, que cette dépendance reste choisie et réversible. Il y a aucun à mon avis, il y a aucun État aujourd'hui dans le monde qui peut prétendre une indépendance technologique totale. Ouais, c'est Même les sûr. États-Unis, même la Chine, ils dépendent dans Mmh. certains maillons de techno, et de composants, de ressources venues d'ailleurs, et cetera. Le problème pour moi commence lorsqu'une dépendance devient critique et qu'on ne dispose plus d'alternatives crédibles. Tu vois, tout à l'heure, on a parlé de Mmh. Nokia en rigolant, mais Nokia, c'était une alternative, hein. Donc, si un État ne peut plus, j'allais dire, faire fonctionner certaines administrations, ses infra essentiels ou ses systèmes, sans une technologie étrangère dont il ne maîtrise rien, ni les conditions d'accès, ni la continuité, là, il y a une souveraineté qui devient fragile. Mais c'est pour cela que je distingue, moi, dans mon livre, l'indépendance et la souveraineté. C'est un peu subtil, hein, parce qu'être souverain, c'est pas tout faire soi-même, c'est de rester maître des choix. Et cela suppose de savoir précisément où est-ce qu'ils sont ces dépendances critiques, comment les conserver, quelle capacité de substitution, quelle, j'allais dire, dans l'informatique, on dit la réversibilité, quoi, tu vois, c'est de Mmh. dire si ça coupe, qu'est-ce que je peux reconstruire mon environnement ailleurs. Et donc, du coup, moi, je dirais, il y a trois types de cercles que j'avais initiés dans le livre, que j'ai été inspiré par ce qui se faisait au niveau de la sécurité nationale française il y a quelques années. Le premier, j'appelle ça le cœur non négociable. C'est les technos, les données, les OK. infras qui sont tellement critiques que nous devons en consacrer des ressources et conserver la maîtrise. Le deuxième, j'appelle ça les interdépendants choisis. C'est-à-dire, on sait qu'on est interdépendant, mais on choisit et avec qui on peut travailler, avec des acteurs étrangers, même européens, y compris américains et chinois, hein, il n'y a aucun problème, à condition de garder des alternatives de réversibilité, une capacité de négociation. Ça, c'est le deuxième cercle. Et le troisième, qui voilà, il faut l'accepter, ce sont les dépendances subies, parce qu'il y en aura, hein, voilà, on va pas réinventer, on va pas chercher les terres rares qu'on n'a pas en France, donc Ouais, ouais. en Europe. Donc c'est celle dont nous ne pouvons pas sortir à court terme, mais nous avons plus d'alternatives crédibles. Là, il faut identifier, sécuriser, surtout sécuriser, travailler pour les réduire dans le temps. Cette distinction me paraît, à mon humble avis, essentielle parce qu'être souverain, j'ai dit, c'est pas tout faire soi-même, c'est de savoir ce que l'on doit maîtriser, choisir ce qu'on accepte de dépendre, de qui dépendre et réduire ce que l'on veut plus subir. Et cette dépendance, en soi, n'est pas un problème. Le problème, c'est la dépendance sans choix et sans alternative. C'est ça Mmh. comment je réponds à la question. Je suis désolé, c'est ni oui ni non, mais voilà, il y Non, a une sorte de raisonnement pour qu'on fasse ces trois sacs-là qui peuvent nous faire sortir par le haut. ouais. Alors parmi la dépendance, il y a aussi, sur certains aspects, hardware, on va dire, notamment on parle de plus en plus des semi-conducteurs. Tu as parlé des Oui, terres rares là, il y a les semi-conducteurs. Alors tu fais un bon passage, assez riche, hein, assez intéressant, très bien, très bien documenté dans ton livre sur cet aspect-là, les semi-conductteurs. Pourquoi une puce de c'est finalement c'est quelques centimètres, même des millimètres, hein, même c'est microscopique parfois pour certains aspects de ces fonctionnalités. Comment ça a pu devenir un enjeu géopolitique comparable finalement, je sais pas, au pétrole par exemple, ouais. quand tu domines les microconducteurs aujourd'hui, les semi-conducteurs pardon, tu un peu le maître du Ouais. jeu quoi, C'est vrai, notamment hein, avec l'IA. ouais, non, mais c'est vrai, l'IA, il a un peu, comment dire? L'IA a accéléré cette Eh ouais, vision des choses, hein. Les puces avant, on NVIDIA, en tu as vu parlait très peu, ouais. l'évolution de NVIDIA en Ouais. bourse, c'est Ah monstrueux. beh, en bourse, c'est monstrueux, c'est devient Mmh, la plus grande capitalisation de toute l'histoire, hein, ouais, donc en fait, la puce est devenue, tu l'as bien dit, pour le monde numérique, c'est comme le pétrole, hein, qui était ce qu'était le pétrole pour le monde industriel. Une ressource qui est à la fois indispensable en fonctionnement de presque tout. ouais. On le trouve dans nos smartphones, dans nos voitures, dans les avions, les réseaux télécoms,
des systèmes d'armement, des data centers, partout, partout, partout. Partout même. Ouais, sans semi-conducteurs, pour moi, une grande partie de notre économie serait ralentie ou s'arrête carrément. Alors, il y a une deuxième raison qui rend le sujet géopolitique. C'est les puces les plus avancées sont très difficiles à fabriquer, dans leur Mmh. chaîne de valeur est tellement concentrée. Les États-Unis dominent certains aspects de la conception. Tu as parlé d'NVIDIA, il y a aussi Intel, Intel qui sont très présents. L'Europe, heureusement, possède notamment un acteur absolument stratégique dans les machines de lithographie avancées qui s'appelle ASML, qui est un néerlandais. Mmh. On a même un acteur franco-italien très peu connu, mais qui, au moment où j'en parle dans le livre justement, STM Microelectronics, et l'Asie concentre une base essentielle de la fabrication avec les Taïwanais. Le plus connu, c'est TSMC, et moins connu, il y a UMC aussi, qui sont au cœur des puces les plus avancées. Et donc, c'est particulièrement visible, on l'a dit, avec l'IA, parce que les modèles les plus puissants nécessitent des milliers de puces spécialisées. Et leur accès est devenu un vrai enjeu de puissance, que ce soit pour les États-Unis ou pour la Chine aussi, hein. Et c'est pour ça que États-Unis, Chine et Europe, on investit énormément des milliards d'euros pour sécuriser cette chaîne-là. Et finalement, il y a une différence importante avec le pétrole dont tu as parlé au début, c'est que le pétrole, j'allais dire, on peut en acheter chez plusieurs producteurs. Oui. Une piste de pointe, on ne peut pas décider du jour au lendemain de la fabriquer ailleurs, hein. Carrément, c'est de l'industrie, hein. Il faut des années de savoir-faire, des usines qui coûtent 10 milliards et tout un écosystème d'entreprises industrielles. Donc voilà, donc, et derrière, en fait, tu l'as bien dit, des quelques millimètres au centimètre Ouais, c'est même de silicium, là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un grand sujet sensible autour de la maîtrise de la puissance économique, militaire, d'il y a demain. En fait, aujourd'hui, on a vu hein, les drones euh, dans les guerres aujourd'hui, ils sont pilotés par l'IA, ouais. qui est aussi piloté par les puces, qui est dans une chaîne un peu de dépendance systémique, comme on a parlé au début. Donc hier, j'allais dire, toujours avec cet exemple intéressant du pétrole, la puissance se mesure en barils. Après, quand tu es l'OPEP, Ouais. combien de millions de produits par jour, demain, il va se mesurer en capacité de calcul, mais derrière la capacité de calcul, il y a des puces. Donc, tu as bien l'analyse, on va dire, comme une production de puces, et tu vas voir la dépendance des pays par rapport à ça. Ah, bah, justement, tu vois, les États-Unis qui interdisent la revente de certaines puces à la Ouais, Chine pour justement tout qu'ils à prennent fait. pas trop d'avance au niveau de l'IA et tout. Alors aujourd'hui, il y a ces 2 gros blocs que tu as cités au départ, hein, Ouais, les États-Unis et la Chine. Malgré tout, ils ont pris tellement d'avance, même si, les États-Unis sont encore un peu plus en avance que tout le reste, même que la Chine, mais grosso modo, il y a ces 2 blocs qui se détachent. ouais. Est-ce que nous, clairement en Europe, on joue encore dans le game, on est encore sur le plateau de jeu là où on en est sorti, il reste que 2 poids lourds sur le terrain là? Alors, j'allais dire, C'est trop je ne tard ou pense pas? non, enfin, je ne pense pas que l'Europe ait perdu la bataille de l'IA, sincèrement, hein. Et OK. tu vois, nous, que ça soit au niveau personnel ou professionnel, je suis le sujet comme il est sur le feu. Mais elle a clairement perdu la première manche. Donc ça, c'est Ouais. clair, on ne va pas y revenir. Donc, sur les grands modèles LLM, là, dont on parle souvent, Large Language Model, les capacités de calcul, les investissements, les États-Unis ont pris une avance de dingue, Ouais, inconsidérable. Donc, ils c'est sont vraiment devant. stratosphérique, hein. Et la Chine a également construit une véritable puissance technologique et revient de très très vite au niveau des Mmh. meilleurs modèles américains avec DeepSeek. Et Ouais. dernièrement, on parle de Kimi, de Moonshot qui arrive, qui fait des trucs extraordinaires. Donc l'Europe, oui, donc elle a pris du retard et je pense qu'il a même commis une erreur. Elle a parfois donné le sentiment de vouloir réglementer une révolution technologique avant de l'avoir créée, dans les C'est clair. conditions qui sont, on en a parlé, pour en devenir individaire. Mais la bataille de l'IA elle-même, à mon humble avis, ne se résume pas à savoir qui aura le prochain modèle le plus performant. L'Europe possède des atouts considérables, j'en parle. Il y a des chercheurs, des ingénieurs, des données industrielles, des grandes entreprises dans l'automobile, l'aéronautique, l'énergie et j'en passe. Mais je pense que c'est précisément là qu'on peut être un peu intelligent, pas l'IA, intelligent pour jouer notre deuxième manche. C'est l'IA appliquée au modèle réel, modèle industriel réel. Regardons Siemens. Siemens, que tu connais, Mmh. vient d'annoncer son plus haut bénéfice industriel trimestriel historique, hein. Il mise énormément sur l'IA industrielle. Et donc, c'est là où je dis que ça va se jouer cette deuxième manche, à mon avis. Parce que je distingue trois batailles. Il y a la bataille des modèles, la bataille des infras et celle des usages. Sur les deux premiers, on l'a dit, on a pris du retard. Il n'y a rien à dire. Il faut un peu batailler derrière. On va ramer un Tour de France. On va pédaler pour y arriver. Sur le troisième, à mon avis, tout reste largement ouvert. Parce qu'il faut évidemment investir dans les modèles, l'infra, la puissance de calcul, il n'y a pas de souci, hein. Mais l'Europe commence enfin à le faire avec les IA Factory, les futurs, on appelle les GK Factory, des investissements beaucoup plus Ouais. importants.
mais je veux dire, par pitié, ne me parlez pas de ROI tout de suite, hein, c'est pas le Ah bah moment. non, là, Investissons dans quelques d'abord, on siècles, verra. dans quelques décennies. Voilà, donc l'Europe n'a pas perdu la bataille de l'IA, mais elle doit maintenant transformer cette puissance qu'elle a en puissance industrielle, numérique. Voilà, parce que nous ne gagnerons probablement pas en essayant de copier les modèles américains et chinois, mais nous devons choisir, on l'a dit tout à l'heure, des endroits, j'allais dire des créneaux, des, euh, des pistes pour lesquelles on a encore un rôle à jouer pour qu'on puisse devenir indispensable, hein. Donc oui, nous avons peut-être raté le départ de la course, mais nous avons encore des raisons de ne pas renoncer à l'arrivée. Et tu trouves, alors, est-ce que selon toi, l'Europe se structure assez? Est-ce qu'elle a pris conscience de ça? Du coup, est-ce que vraiment elle organise, je sais pas, des structures, européennes pour justement contrer ou rattraper ce retard? Est-ce qu'on Voilà. investit suffisamment en Europe? On va pas le faire avec nos Ouais. petits bras musclés en France ou en Italie ou en Espagne tout seul, quoi. Là, Oui. ça sert à ça l'Europe aussi, hein, c'est de mutualiser tout pour avoir une force de frappe beaucoup plus grande, comme on l'a su le faire avec Airbus, par exemple, Non. dans d'autres industries. Bah alors, je dirais, je te dis, hein, sans langue de bois, je dirais la volonté commence à sortir, la volonté politique, parce qu'il faut du courage politique, etc. Ouais. L'organisation, pas en cours. Parce que moi, j'entends souvent parler des milliards dépensés par les Américains et les Chinois et que nous, on n'a pas assez de moyens en Europe. Moi, je dis qu'on a les moyens en Europe, c'est qu'ils sont mal dimensionnés, qu'ils sont mal affectés. Je l'ai dit tout à l'heure, on va être bon partout. C'est pas ça la vraie stratégie. La stratégie, c'est de choisir là où il faut être Ouais, indispensable. C'est ouais. concentrer les moyens. C'est ça la stratégie qu'il faut. En fait, on veut être, c'est comme je dis, j'ai toujours dit dans mes conférences, c'est comme un enfant en classe. Il est bon en histoire géo, mauvais en français, mauvais en maths, Ouais. bon en chimie. Mais on va lui faire des cours de soutien pour être moyen partout. On n'a pas besoin d'être moyen partout. Il faut être faible là où il faut faire, il faut mettre les moyens là où on est Je un suis peu d'accord avec ça. avec un avantage et accélérer. C'est ça le vrai sujet de l'Europe, c'est de choisir ses combats, choisir les créneaux pour lesquels elle peut devenir indispensable, et c'est là où on va réussir. Les moyens, on les a, c'est juste qu'ils sont éparpillés partout. Bon, c'est la théorie économique de David Ricardo, hein, Oui, c'est la théorie de l'avantage comparatif, c'est tu te concentres là où tu as le plus de eh voilà, ben, on revient, ouais, je voilà. suis d'accord avec toi 100% et avec lui aussi, même s'il n'est plus là pour être d'accord avec nous. Oui. Du coup, l'IA aujourd'hui, alors c'est vraiment ce qui anime nos Ouais, débats aujourd'hui dans la société parce qu'il y a nos usages, de tous les jours avec ChatGPT, Claude et cetera. Bon ça c'est pratique, mais enfin ça va bien au-delà, hein, la défense, tu l'as dit, la recherche, la médecine et tout. Mais plus globalement, cette IA, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une sorte pour les pays, hein, est-ce que c'est une sorte finalement de hard power, de soft power? C'est une façon finalement de s'imposer, comme par exemple les États-Unis l'ont fait avec le cinéma, la musique, en termes de soft power, ou même leurs universités par exemple? Ou est-ce que ça va plus loin, c'est du hard power et carrément c'est presque on peut appuyer sur le bouton et déclencher, une nouvelle guerre quoi? alors moi je D'une dirais, façon imagée, hein. sincèrement, je dirais les deux. Ouais. C'est vraiment les deux, c'est du soft, du hard. C'est précisément ce qui rend l'IA aussi stratégique par rapport à Ah d'autres oui, modèles, hein. D'abord, c'est un formidable, tu l'as bien dit, soft power, hein. Les modèles d'IA diffusent des langues différentes, des références culturelles, des représentations du monde d'une certaine manière, des valeurs d'une société. bien sûr. Tu vois, on est en France, on peut utiliser la francophonie, hein, on Ouais. sait qu'il est en recul sur pas mal d'endroits dans le monde, hein, et pour lequel donc voilà, donc moi je dis c'est un formidable moteur de soft power. Quand des centaines de millions de personnes utilisent quotidiennement les mêmes assistants pour apprendre, pour écrire, pour chercher et comprendre, là, on crée une sorte d'influence, il ne faut pas se voiler la face. Mais l'IA, elle est également devenue un hard power aussi. Parce qu'il intervient dans le renseignement, on l'a bien vu, dans la cybersécurité, la défense, les images satellites, l'aide de décision militaire. Et c'est là où les deux dimensions se rejoignent. Tu as parlé de cinéma Netflix, Hollywood, Ouais, peuvent influencer la manière dont nous regardons le monde. Et c'est du soft complètement. power. Mais un avion de combat ou un missile il relève du hard power. Il y a Mmh. vraiment les deux. Celui qui maîtrise les modèles, les données et les puces, on y revient, et même la puissance calcul, il dispose à la fois de capacité d'influence et comme ça d'action. C'est l'influence et l'action, tu vois. Et les Américains, ils ont les deux maintenant, hein. Donc, j'ai vu, il y avait un rapport, je peux te l'envoyer après, parce que je pas le lien qui a été, je l'ai lu il y a quelques mois, quelques semaines, sur une analyse qui montre explicitement que la diffusion des modèles ouverts américains et chinois, les modèles LM, comme un nouveau outil de soft power. C'était écrit Ah oui, noir tu vois? sur blanc. Ah, tu vois? Voilà, et avec l'IA, celui qui maîtrise le code peut à la fois influencer les esprits, transformer l'économie et augmenter sa puissance militaire. Donc, oui, c'est du soft et du hard en fonction de là où on est. On peut faire un balancing pour dire plus de soft, plus de hard, mais les deux, ça va avec les deux, hein. Aujourd'hui, la culture américaine par rapport au lieu, tu l'as bien dit, c'est cette manière de. Mais aujourd'hui, on voit partout des choses qui arrivent. J'ai vu dernièrement un rapport aussi, je sais pas si tu l'as vu, sur les Chinois qui veulent monter des modèles de coopération en Afrique.
pour monter des centres de formation et cetera. Ouais, C'est du soft avec un peu de hard, donc il y a un avec une peu les hard 2, web, c'est hein. un peu mix des 2, ouais, Voilà, tout à fait. mais une fois qu'ils ont installé leur modèle en Afrique, je suis désolé, on va être compliqué de le sortir, donc c'est la prime au premier arrivant, j'allais dire, donc voilà, c'est bien sur les 2, mais à chacun de choisir, le comment on dit dans la musique là, d'ajuster un peu le tempo en fonction de ce qu'il veut faire Ouais, et avec ouais. qui. Ah, c'est toute la difficulté parce qu'effectivement aujourd'hui, bah, pour s'informer, on va sur, on utilise, voilà, parfois les réseaux sociaux. La jeune génération s'informe aussi. Toi, on fait partie de la génération où nous, on s'informait dans les médias parce qu'on a grandi comme ça, on est habitué. Mais la Ouais, jeune génération, elle s'informe dans des médias, par exemple TikTok, qui est donc un autre exemple, de démocratie, hein, qui est très différente de la oui, démocratie à l'occidentale. Aujourd'hui donc les personnes, bah, utilisent ces canaux-là ou alors l'IA aussi, hein, et tout ça, bah, tout à l'heure, bah, voilà, tout ça, c'est nourri avec quoi? Avec la data. Et tout à l'heure, on disait justement, les microprocesseurs, tout ça, c'est un peu le pétrole du 21e ouais, siècle. La data tout à aussi, fait. hein, c'est quand même du carburant Ouais, pour alimenter de ces c'est machines-là. c'est c'est avec nos données, hein, que ça tourne ces modèles, Exactement. donc Et là, tu la pompe, hein, c'est la pompe à data, hein, quand tu as besoin ah non, mais d'utiliser c'est l'IA et sûr. tout, tu la nourris comment? Elle crée rien la data. Beh, je Elle suis va d'accord. chercher l'IA pardon, elle va chercher la data et elle la Ouais, centralise, elle en fait un condensé de ce qui semble le meilleur consensus et cetera. je suis Mais d'accord. tout ça, c'est influençable, donc on pourrait être un peu des comment ça s'appelle? On pourrait faire la théorie du complot et dire qu'il va y avoir des personnes mal intentionnées qui vont essayer d'utiliser tout ça à des fins, pour changer les modèles de société et tout. Bon, c'est un vaste débat là encore, hein. Ouais, ils vont pas changer, mais ça va influencer, tu vois? Tu parlais de Ouais. TikTok, moi j'étais en congé là, parce que toi on était en congé avec mes enfants et on cherchait un restaurant là où on était et ben, OK. ils ont ouvert TikTok Alors? et en fait TikTok c'est quoi? C'est les avis d'un restaurant qui ont influencé le choix, hein, moi je m'attendais à ce qu'ils cherchent sur internet. TikTok, tac tac, il y a eu des influenceurs, on a choisi le restaurant, voilà, qui a été proposé par TikTok, donc je ne connaissais pas, donc on a découvert, on n'était pas surpris ni déçus du restaurant, mais en tout cas c'est TikTok qui a choisi le restaurant, on a déjeuné. Chose qui aurait été impossible il y a encore Voilà, quelques années, ah on bah n'aurait pas là, eu ce réflexe-là. même là j'ai pas encore ce réflexe encore, mais bon ça va peut-être venir. Ils vont t'avoir à la longue. Ouais, tout à fait. Alors du coup, on a fait un constat, hein, assez global et alors parfois c'est pas forcément négatif, c'est un constat donc de toute façon c'est la réalité telle qu'on la voit aussi sous nos yeux avec des grands enjeux et puis des réponses qu'on n'a pas toujours, mais enfin on peut Ouais. malgré tout interpréter certaines choses. Est-ce qu'aujourd'hui, Nouman, pour toi, c'est réaliste de vouloir créer aujourd'hui au niveau européen des concurrents de AWS, donc qui est le cloud d'Amazon, de Microsoft, de Google et cetera, d'Apple et tout, des même des grands modèles dits américains? Est-ce que pour toi, ça vaut encore le coup, on a dit tout à l'heure, de malgré tout se lancer dans la bataille? Ou est-ce que finalement on doit se dire: «Bon OK», comme tu le disais tout à l'heure, on accepte un certain niveau de dépendance Oui. et on place le curseur là où on veut? Est-ce que, à ton avis, c'est si tu étais à la tête de l'Europe, tu t'appelles, alors ce serait pas le cas, mais tu es à la tête de l'Europe, on te nomme Oui. président, de la Commission européenne. Tu Moi, l'as déjà si dit je un peu tout à l'heure, suis mais si je suis président de la Commission allez, européenne, ça vas-y. risque pas d'arriver. Moi, je pense qu'il faut sortir d'un faux départ. Soit nous créons AWS, Microsoft, Google européen, soit nous renonçons. Moi, je pense personnellement que nous n'avons ni le temps, ni probablement, plus l'intérêt de Ouais, tout reproduire à l'identique et en revanche, accepter, toute notre dépendance, j'ai dit, au motif que les acteurs américains sont meilleurs ou plus avancés, sera aussi une erreur stratégique grave. heu, L'Europe, parce qu'on parle de l'Europe et de la France aussi, on doit construire nos propres, points de force. J'allais dire, moi je suis pas, enfin je l'ai déjà dit souvent, je suis pas les grands champions, c'est plutôt sur des petits champions adaptés, qui sont sur certains secteurs, qu'on choisit et dans lesquels on sent qu'il faut avoir, un poids et un pouvoir. Des clouds de confiance, l'IA industrielle, la cybersécurité, les données sectorielles, les logiciels critiques. C'est des choses sur lesquelles on peut travailler. Donc oui, l'Europe doit construire ses propres points forts, mais la souveraineté n'est pas, pour moi, de remplacer la dépendance américaine par une dépendance européenne. Sinon, voilà, on n'aura rien choisi. C'est retrouver la capacité de choisir. C'est précisément cela que je propose, on l'a dit sur les 3 siècles. Nous avons parfois mis 10, 15, 20 ans de retard sur les investissements sans commune mesure avec ceux des gens américains. Parce qu'on l'a bien dit, ils ont des capacités financières qui sont en herbe. Les effets d'échelle considérables. Et vouloir simplement les copier risque de nous condamner à toujours être derrière, parce qu'on ne va pas y arriver, hein. heu, Rattraper ces 20 ans d'investissement, c'est impossible. Tu as vu ce qu'on a en Europe comme problématique avec les feux de forêt, avec les frontières, tout ça, c'est quelque chose sur lequel on veut qu'on travaille, il faut investir encore plus. Mais en revanche, donc, nous pouvons choisir les endroits, je l'ai bien dit, pour devenir incontournable. Nous avons montré que c'est possible, parce que ASML est devenu un maillon, ASML de la boîte de puces néerlandaise dont on parlait tout à l'heure, on est devenu indispensable dans la fabrication de semi-conducteurs les plus avancés. Ça, c'est sûr. Aucune puce
avancé dans le monde ne peut s'en passer des Hollandais. Et l'Europe possède également des positions mondiales assez importantes dans l'aéronautique, l'énergie, l'automobile ou la finance. Et nous avons aussi des exemples français, on l'oublie toujours la France parce qu'on se flagelle parfois. Il y a OVH qui commence à monter, OVH Ouais, Cloud. Il y a ouais. Scaleway qui montre aussi une capacité européenne, donc cloud est possible. Il y a Ami Labs et Mistral qui montrent aussi que nous pouvons faire émerger un acteur de premier plan dans l'IA, même si le chemin reste encore long, il faut, Mmh. faut le dire. Et on a des boîtes comme Thales, que j'adore, et qui possèdent des positions très fortes dans la cybersécurité et le système critique, et qui est quelque chose sur lequel il faut construire. Et tu as bien, peut-être tu connais bien Pascal, qui a essayé de construire une position dans le quantique. Donc tu vois, on a des atouts. Aucun va le devenir le Google français, hein, c'est Oui, d'ailleurs, je veux dire, pas l'objectif. Mais la bonne stratégie ne serait pas de créer donc la Silicon Valley en France, en Europe ou ailleurs d'ailleurs, mais c'est d'identifier ces technologies pour lesquelles nous pouvons devenir, j'allais dire, suffisamment très bons, parce que bon, ça fait moyen, pour que les autres aient aussi besoin de nous. C'est ça ce que je veux créer. C'est sur ces forces-là qu'on peut construire. Et donc l'enjeu pour l'Europe, c'est que le monde ait aussi intérêt à dépendre de l'Europe. C'est ça, la phrase est un peu déconstruite, mais c'est un peu ça ce que je veux dire. Il faut qu'on soit à la table de négociation, comme j'ai toujours dit, qu'on ne soit pas à la marge. ouais, parce que voilà, tout à l'heure, on parlait des avantages comparatifs de David Ricardo, mais c'est ça, on a quand même eu quelques gros acteurs, on avait en télécommunication, on avait Alcatel autrefois, bah, Oui, c'est voilà, vrai. Ouais. disparu. On avait l'alter ego de YouTube, on avait quand même Dailymotion, Oui, disparu. oui. On Qui a avait, disparu. le concurrent direct de LinkedIn, donc Viadeo, qui était Viadio français, qui. Ah disparu. oui. Voilà. Nokia, on l'a dit tout à l'heure, disparu, hein, enfin voilà, pulvérisé par l'arrivée de l'iPhone. Donc aujourd'hui, on a quand même pris beaucoup de train de retard et voilà, donc toi théorie, si demain tu es président du Conseil européen, ouais, ça sert à rien d'essayer de rattraper 20 ans de retard. Au pire, dans 15 ou 20 ans, on a rattrapé le niveau d'aujourd'hui, mais les autres, ils ont encore pris beaucoup plus d'avance, ça n'aurait Oui. aucun sens, quoi. Il faudrait plutôt se concentrer C'est sur vraiment ouais, sélectionner, choisir. Là, on peut être meilleur et indispensable. Voilà, c'est clair et ouais. net pour moi. Donc voilà. Et là-dessus, je ne crois pas que je vais changer d'avis parce que c'est tellement. J'étais convaincu que c'est la bonne stratégie que je me dirais qu'il faut y aller. Et Ouais, maintenant. OK. Alors justement, tu consacres la toute dernière partie de ton livre, à cette question, reprendre le contrôle, hein. Alors concrètement, justement, hein, si tu étais président de la Commission européenne, pour toi, ce serait quoi les 3 décisions prioritaires que l'Europe devrait prendre aujourd'hui? Voilà, tu dois prendre les 3 décisions là, tu prendrais lesquelles du coup? Bah, si je devais vraiment n'en retenir que trois, je dirais choisir, acheter, investir. Alors, 1re décision, choisir. Choisir ce qui est réellement stratégique. On l'a bien dit, il faut arrêter de Ouais, disperser nos moyens partout, d'identifier quelques technologies sur lesquelles nous refusons de perdre notre capacité d'action. Les semi-conducteurs, le cloud, l'IA, la cyber, ah les là, c'est télécoms stratégique, hein, c'est et vraiment là, quantique, c'est c'est pas voilà, c'est le cercle négociable, 1 hein. dont j'ai Mmh. parlé tout à l'heure. Donc Mmh. voilà, c'est choisir. Première décision. La deuxième serait d'utiliser la commande publique comme une arme industrielle. Et ouais, On l'utilise très très peu en Europe, malheureusement. Donc l'Europe représente un marché gigantesque. D'ailleurs, tout le monde ne voit dans le monde qu'on est juste un marché. On ne le voit pas comme une puissance, hein. ouais, c'est ça. Voilà, on vient faire ses courses et on part. Donc, les États, les collectivités, les hôpitaux, les administrations, services publics et privés dépensent des milliards chaque année dans le numérique. Donc, utilisons cette puissance d'achat pour faire grandir nos acteurs. C'est ça ce que je veux dire, hein. Mmh mh. Parce que tu vois, cet argent-là qu'on investit ailleurs, ben, il va comment dire, influencer la recherche ailleurs, l'innovation et l'emploi aussi. Utilisons-la pour choisir les acteurs européens, même lorsque la technologie n'est pas encore mature. C'est là où je dis il faut absolument parfois avoir la capacité, le courage de choisir des entreprises pas matures, mais qui ont du potentiel. Ce que signifie que la qualité et la performance comparables, nous devons arrêter d'être naïfs et intégrer nos achats dans nos achats la souveraineté et la réversibilité. Tout ça, c'est important. D'ailleurs, tu parles de la Commission européenne et ils viennent de Mmh. choisir en avril 2006, je crois, OVH, hein, avec un marché de 180 millions d'euros sur 6 ans OK. pour quatre clouds souverains. Il y a OVH, Scaleway et d'autres, hein, je n'ai pas ça en tête, mais en tout cas, ils ont introduit ces critères de souveraineté et de résilience pour justement choisir des acteurs européens. Ça fait quand même 180 millions d'euros donnés à des acteurs européens. Ça, c'est important. Et troisième, j'ai dit, c'est investir massivement dans le passage à l'échelle. Pourquoi je dis ça? Parce que nous savons inventer en Europe. Il ne faut pas croire qu'on inventerait en Europe. Tu l'as Mmh bien mh. dit, Télémouche, etc. On a fait des choses, etc. Nokia. Nous avons des chercheurs, des ingénieurs, des startups, de belles technologies, mais trop souvent, nous ne savons pas financer comment dire, la croissance ou le scale-up. Créons une DARPA européenne. Tu sais, la DARPA, c'est elle qui a aidé un certain nombre de grands acteurs américains pour devenir un peu des mastodons. La Mmh. DARPA a financé à perte, hein.
et elle a fait le scale-up. C'est elle qui a aidé ces entreprises-là à monter. Donc créons une DARPA européen qui va financer, à perte d'ailleurs, des acteurs qui sont en capacité de grandir. Donc il faut mobiliser donc plus fortement notre épargne, nos capitaux pour permettre aux entreprises technologiques de devenir des acteurs mondiaux. Je ne dis pas mastodonte, acteurs mondiaux, ça veut dire il faut qu'ils servent le marché européen et quand ils vont servir le marché européen, ils peuvent servir le marché mondial. Donc voilà, ces 3 décisions pour moi, il y a une même philosophie derrière, c'est de retrouver cette capacité de choix. Nous n'avons pas besoin de tout faire nous-mêmes, ça c'est sûr, mais nous Ouais. devons recommencer à choisir la technologie que nous voulons maîtriser, acheter et suffisamment pour qu'elle puisse devenir mondiale. C'est un peu ça les 3 décisions. J'en ai d'autres, mais c'est déjà pas mal si on arrive à les faire. Ce sera déjà pas mal. Avançons par étage, hein, comme dans une Oui, fusée. 1er étage, ce serait celui-ci, mais ce serait déjà pas mal pour, effectivement donner une vraie impulsion, quoi. Une vraie impulsion, ça c'est sûr, à ouais. à la direction européenne parce Et qu'on a ça quand même un montre, peu ouais, l'impression que comment le public, c'est quand même un facteur bien majeur sûr incroyable. et ça, c'est quelque chose que que nous offre finalement cette structure européenne et on passe complètement à côté. Les Ah oui, Américains se priveraient pas, hein. Les ouais, Chinois bien non sûr. plus d'ailleurs, hein. Ah, ils le font déjà d'ailleurs, hein. Bien Je crois sûr, que, je ne me préférence rappelle pas nationale, hein. des dernières Mmh. boîtes américaines ou chinoises qui a choisi un autre grand acteur européen pour faire, un logiciel critique ou un cloud, hein. Ça Bien existe sûr. pas encore. Eh ben écoute, Nouhaman, c'est passionnant en tout cas. J'espère que, en tout cas, ça vous donne, l'envie de lire l'ouvrage de Nouhaman. On va pas voilà, on va pas tout dévoiler le livre non plus, hein. Il faudra se plonger dedans. Vous allez voir, ces réflexions sont vraiment, très, très intéressantes. C'est extrêmement bien documenté, c'est très bien rédigé, mais très bien documenté aussi. Nouhaman, tu as mis combien de temps pour écrire cet ouvrage? Parce que tu as dû Ah, ça beaucoup m'a pris étudier 1 an et alors? demi là, 1 an et Ah oui. demi entre l'idée, ouais, en fait, si tu veux, c'est ce qui est compliqué, c'est que l'idée initiale qui était juste montrer que c'est systémique, rapidement, on arrive Ouais. à rentrer dans le détail, chercher des références, faire des entretiens, aller plus loin et là, ça prend du temps parce que, on a des idées de départ et après des idées d'arrivée qui sont parfois différentes, hein. Ouais. Après, il y a des choses, voilà, qu'on découvre au fur et à mesure, qu'on apprend et ça change un peu la vision des choses, hein. Alors justement, est-ce que quand tu as rédigé ce livre, en rédigeant, est-ce que tu as découvert quelque chose qui t'a surpris, qui t'a inquiété? Est-ce que tu as un regard qui a changé de façon assez profonde sur certains points? Oui, c'est intéressant, comme question parce que bon, je savais évidemment qu'avant d'écrire ce livre que nous étions dépendants technologiquement. Ouais, Parce que je travaille dans le secteur depuis quelques années déjà. Mais ce qui m'a réellement surpris, j'allais dire, c'est l'ampleur et surtout l'accumulation de ces dépendances. Quand tu regardes séparément le cloud, les semi-conducteurs, les câbles sous-marins, les ouais, satellites, les ouais. données, tu peux toujours te dire: «Ah, ce n'est pas une technologie, voilà, différente, c'est une technologie parmi d'autres, quoi». Mais quand tu mets tout ça l'un à côté de l'autre sur la même carte, tu réalises qu'elles se superposent et probablement, c'est ce qui m'a le plus inquiété et ce Ouais, qui m'a, peut-être le plus surpris, tu dis, c'est que la dépendance numérique n'est presque jamais le résultat d'une grande décision. Tu dis pas: «Bah, là, je décide de prendre ça parce que je deviens dépendant». ouais, Elle s'installe progressivement avec une succession de choix rationnels, on l'a dit au début. Un jour, on découvre qu'on ne sait plus revenir en arrière. Ça part, ça tombe, il y a un grand incident et là, tu te dis: «Waouh, on est dépendant». Donc voilà, donc j'allais dire une dépendance, isolée et peut être gérée. Mais lorsque plusieurs dépendances critiques reposent sur les mêmes acteurs et le même pays, bah, tu fais plus face à un simple risque technologique, tu es devant un risque systémique. ouais, Et j'ai complètement. aussi voilà, c'est ça ce qui a changé. J'ai aussi découvert à quel point, nous étions habitués à cette situation, j'allais dire. J'étais invité, à la journée de l'accent pour l'IA et quand je parlais à certains acteurs, ça les choquait pas. Mais ça les choquait pas parce que c'était pas encore le sujet à la mode. Maintenant, ça les choque parce qu'ils commencent à comprendre le sujet qui est systémique, hein. Tout fonctionne, la dépendance est invisible, voilà, pourquoi tu veux que les gens s'inquiètent? C'est généralement lorsqu'il y a une crise Ouais, géopolitique, cyber, ouais. qu'on découvre brutalement, qu'en ne maîtrisant plus rien et paradoxalement quand même, le livre, cette écriture m'a permis de me rendre plus optimiste. Pourquoi? Parce que j'ai découvert quand même voilà, grâce à tu l'as bien dit, j'ai assez documenté, cherché, Ouais, à trouver des exemples, et j'ai découvert énormément d'initiatives en France et en Europe et dans le monde, au Brésil, au Maroc, en Inde, en Indonésie, qui montrent qu'il est possible de reprendre progressivement ce contrôle-là. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'une dépendance que l'on commence à mesurer devient une dépendance à laquelle on peut agir. Et c'est finalement le message que j'aimerais laisser, qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour agir, il n'est pas trop tard pour commencer quelque chose. c'est un beau message d'espoir ou d'espérance de la part de Nouhaman. Il n'est pas trop tard. Trop tard, jamais. Bon. Merci beaucoup Nouhaman pour tes réflexions, en tout cas pour cet échange Bah, et merci à pour vous maintenant. l'invitation, C'était juste un Fabrice. apéritif, un avant-goût, hein. Il faut lire le livre, hein.
Franchement, ça se lit très, très bien. Moi, je le dévore, hein, vraiment, ça se lit très bien. C'est très bien écrit, c'est très bien documenté. C'est vraiment ça permet vraiment de creuser sa réflexion, de prendre beaucoup de hauteur par rapport à ce sujet. On voit certaines choses en surface, mais c'est comme l'iceberg. Dès qu'on met un peu la tête sous l'eau, on se dit: «Ouh là!» Mais comme tu disais tout à l'heure, quand j'ai écrit le livre, finalement, il y a des choses que je suis surpris, que je découvre, quoi. Tout à Lisez-le, fait. vraiment, c'est un très, très bon livre à lire. Je vous dis pas le prix, mais enfin, c'est quelques dizaines d'euros comme d'habitude pour tous les livres, voilà, c'est une vingtaine d'euros. En tout C'est quoi cas. le prochain ouvrage, Nouman? Ah bah, ça sera un roman. Ah, rien OK. Ah, Ça s d'accord, Je vais OK. faire une pause de la technologie, je pense à un roman, j'ai Tiens, dans 6 mois ah ouais, oui, je change, ça fait 2 ans que je suis dessus, hein, ah, dis c'est pas donc. nouveau, Ah, ça mais fait ça a 2 rien ans. à voir alors? Rien à voir, voilà, Ah, donc je dis disais que je donc. me suis pris du passant pour l'écriture et c'est Ah un sujet ouais, qui me tient à cœur depuis quelques années, donc là, je vais me lancer dans le roman, un roman de famille, mais voilà, OK. je Alors t'en parlerai, je te c'est raconterai les drôle parce que ceux qui se penchent dans l'écriture d'un livre, c'est alors soit ils alors c'est fini, ils en ont fait un, alors c'est bon, ils ont fait le livre histoire d'être vus à la Fnac ou Amazon ou autre, ils l'ont ouais. fait, c'est bon. Et puis il y en a d'autres comme toi qui prennent plaisir finalement, qui disent: «Waouh, c'est vrai que c'est peut-être une torture intellectuelle, c'est très exigeant, Non, non, mais c'est je très exigeant et c'est parfois mon on se petit dit côté, souvent voilà». qu'on peut arrêter en plein milieu, hein. Je peux t'assurer que Ah parfois, oui. bah, parce que, bah, Eh ouais, bien c'est sûr, des idées qui arrivent, des idées parfois tu te confrontes à la réalité, tu vois que c'est plus compliqué. On a un boulot à côté, on a une famille, bien c'est pas sûr. facile. Les nuits malgré tout, ils sont courtes, les week-ends aussi et après voilà, bah, l'important c'est il faut y prendre du plaisir, il faut pas avoir de stress, il faut pas dire qu'il faut sortir un livre, il faut pas donner un comment dire? Un délai très court parce qu'après on est un peu, Contraint. pris dans le Mmh. voilà, dans le il faut prendre le temps et si on n'est pas, à l'aise, si on n'est pas content, il faut réécrire, réessayer, mais ne jamais lâcher. Voilà, OK. Et du coup, le voilà. roman, c'est un roman, ça se base sur des faits réels, c'est quelque chose autour, par exemple, Alors du numérique ou ça n'a rien à voir du tout? alors rien à voir, mais Rien à c'est une voir, OK. ressource stratégique, c'est l'eau et en fait ça remonte à la période de l'Inquisition en Andalousie. C'est une histoire familiale que j'essaie de OK, raconter et que OK. finalement, comme il y a des trous dans l'histoire, comme toutes les histoires et qu'on n'arrive pas à tout trouver, je l'ai transformé en roman et je suis en train de l'orienter, vers, la gestion de la rareté et la transmission des connaissances. Voilà, je connais Ah! tout maintenant. Tout un beau programme. Bah, écoute, on Exactement. suivra ton actualité, voilà, ce sera peut-être l'occasion peut-être d'échanger de nouveau autour de ce Avec thème. grand plaisir, Fabrice. Merci Noaman, en tout cas, pour cet échange. Merci Fabrice, merci Si à vous avez tous. des questions pour Nouhaman, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Vous les écrivez tout en bas. Alors, moi, je check les commentaires, donc même si c'est dans quelques temps, je ferai suivre les questions si besoin à Nouhaman pour qu'il puisse peut-être répondre directement dans les commentaires si ça te Avec va. plaisir et je promets de répondre, même quand je sais pas, je dirai que je sais pas. Ben voilà. C'est la plus grande des sagesses de savoir parfois dire je ne sais pas. Voilà. C'est vrai. Et Liam ne le fait pas. Ça, lui, il a toujours une réponse et en Non, ouais, général, ça c'est sûr, ouais. c'est là où ça part de Et travers. j'allais dire même le pire, il peut même changer de réponse Oui, oui, pour te faire oui. plaisir. J'ai déjà vu. Grand manipulateur, hein, cette IA. Et bah, écoutez, voilà l'ouvrage, encore une fois, Sous l'emprise du code de Nouman Cherkaoui aux éditions L'Éclaireur. Je vous mets les coordonnées aussi, toutes les références, tout en bas, dans les commentaires. Nouman, au plaisir. Fabrice, merci à vous, merci pour l'invitation. À très bientôt. Allez, à très bientôt. Ciao, Nouman. Merci, au Ciao, ciao. revoir.